Comme je vous le disais en introduction, nous sommes ravis de poursuivre ce débat avec Enguerrand Artaz. Vous êtes stratégiste et gérant à la financière de l'Échiquier. Bonjour. Bonjour Pauline. Et avec Clément Blériot, fondateur et gérant de 1909 Gestion Privée. Bonjour Clément. Bonjour Pauline. Donc nous nous retrouvons sur ce plateau pour faire un bilan plus complet des marchés actions en 2025 et surtout des perspectives globales qu'on peut attendre pour 2026. On va se pencher sur les zones géographiques qui ont bien performé, donc l'Europe, l'Asie, les émergents, évidemment les États-Unis. Mais pour commencer, un mot des performances globales donc en 2025 avec vous, Enguerrand Artaz. Quel bilan rapide peut-on faire sur les marchés mondiaux de cette année 2025 ? 2025, c'est une année qui a été positive pour la plupart des classes d'actifs en réalité, puis c'est une année un peu de tous les superlatifs parce qu'on a beaucoup de marchés actions qui ont terminé sur des niveaux records ou proches des niveaux records. Les marchés européens ont fait leur plus forte surperformance en monnaie commune versus les marchés américains depuis une vingtaine d'années. Au sein des marchés européens, la value a connu sa meilleure surperformance historique face à la croissance. Les marchés émergents ont connu leur plus forte surperformance depuis 2017. L'or a connu sa plus forte performance depuis les années 70. Donc il y a beaucoup de superlatifs. Et l'argent aussi. L'argent, c'est pareil. Dans le sens inverse, l'Inde, qui était très plébiscitée, a connu à l'inverse sa pire performance versus les autres marchés émergents depuis le début des années 90. Donc on a une année vraiment un peu exacerbée sur tous les plans, mais qui, au global, a été très positive sur la plupart des classes d'actifs, à part un peu sur les obligations d'État, notamment européennes. Mais autrement, toutes les classes d'actifs ont payé. Et finalement, les États-Unis, qui étaient le grand vainqueur des dernières années, les actions américaines n'ont pas forcément été la meilleure classe d'actifs cette année, contrairement à ce qu'on avait connu depuis 2 ans. Mais parce qu'il y a la baisse du dollar aussi peut-être qui a joué oui, sur les effectivement, devises. Mais d'ailleurs, même en devise locale, le S&P sous-performe légèrement les indices mondiaux, les indices européens. Alors, c'est pas grand-chose, c'est à peu près 2%. Et par contre, effectivement, si on rajoute la baisse du dollar d'environ 14-15%, forcément, la différence, pour un investisseur européen, elle est très importante. Clément Blériot, avec votre casquette de CGP, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce qu'il fallait diversifier cette année ? Et oui, alors même si effectivement beaucoup de zones géographiques ont bien performé, la diversification a été la clé pour 2025, puisque on a vu que les US, qui sont normalement le moteur de performance, ne l'étaient pas cette année. Donc il fallait effectivement jouer la carte émergente, puisque quand le dollar se déprécie, c'est vrai que c'est souvent les émergents et aussi l'Europe qui en bénéficient. Donc diversification, c'était bien sûr ce qu'il fallait faire en 2025. Ce qu'il fallait faire, exactement. Sur la tech et l'IA, c'est un gros sujet de cette année 2025. Il semblerait que ce soit évidemment un gros sujet aussi pour les années à venir. Qu'est-ce qu'on peut dire, Enguerrand Artaz, sur l'envolée de la tech et de l'IA ? C'est des secteurs qui ont bien performé, mais dont les valorisations peuvent effrayer les investisseurs. On l'a vu sur le dernier trimestre de l'année dernière, d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on regarde la sphère IA, à part quelques cas particuliers, quand on regarde les valorisations au début de l'année, à la fin de l'année, en fait, on n'a pas tellement d'accroissement de multiples au cours de l'année sur cette sphère-là, parce qu'on a eu beaucoup de croissance des bénéfices. Et donc, en fait, la croissance des cours a à peu près correspondu à la croissance des bénéfices. On n'a pas beaucoup de hausse des multiples de valorisation. Et si on prend les très grands noms de la tech, en fait, les valorisations restent assez raisonnables. Microsoft, ça se paye un peu moins de 30 fois les bénéfices, ce qui n'est pas du tout extrême pour une boîte aussi importante et avec autant de qualité. Donc, en fait, l'inquiétude potentiellement sur l'IA qu'on a vu d'ailleurs en fin d'année, elle n'est pas tellement sur les valorisations, elle est plutôt sur la sphère du financement. Et c'est pour ça qu'on a vu notamment le cas d'Oracle qui a été le plus chahuté en bourse, parce que c'est celle qui est la moins saine financièrement des grandes valeurs technologiques. Et c'est beaucoup plus sur ce côté-là, le financement de tous les investissements dans les data centers dont on a parlé sur le dernier trimestre, qui inquiète un peu les investisseurs et qui sera d'ailleurs une question pour 2026, plus finalement que les valorisations qui certes sont élevées, mais assez loin des niveaux extrêmes qu'on a connus, notamment pour la bulle Internet, à laquelle on compare souvent. Clément Blériot, pour vous, la tech et l'IA, c'est plutôt des moteurs ou des risques pour le marché et pour l'année prochaine ? Alors, je dirais un peu des deux. Ce qui est sûr, c'est que les clients en demandent. Ils veulent en avoir en portefeuille parce qu'ils sont convaincus que c'est un moteur de performance à moyen long terme et ils ont raison là-dessus. Après, il n'y a pas que la tech américaine, il y a toute la tech des pays asiatiques, la Chine, etc. aussi. Oui, d'ailleurs, si on devait choisir, on porterait plus sur la tech asiatique. Mais en tout cas, voilà, nous, encore une fois, je vais redire la même chose, on reste prudent, on diversifie, on fait attention
voilà, on va regarder les logiciels de renom, on va regarder les infrastructures aussi liées à l'IA pour essayer de diversifier. Effectivement, si on est dans une bulle comme une grande partie quand même du consensus commence à le dire, on est à moins de la moitié, mais il faut rester vigilant. Donc on fait attention. Voilà. Donc on essaie de diversifier, puisque le secteur de l'IA, il est vraiment large. Hein. Oui, bien sûr. Donc voilà, il y a les semi-conducteurs, il y a les logiciels, il y a les infrastructures. Et donc l'objectif, voilà, c'est de faire attention au cash flow aussi, et puis à être bien diversifié. Mais pour 2026, Enguerrand Artaz, en fait, la tech et l'IA, c'est pas que des entreprises comme Microsoft, etc. Il y a aussi tous les secteurs qui pourraient bénéficier l'année prochaine, par exemple la santé, d'investissements dans la tech et dans l'intelligence artificielle. C'est d'ailleurs un peu le message sous-jacent du marché depuis quelques semaines, c'est de jouer plus les bénéficiaires de l'IA, finalement plus que les fournisseurs d'IA. On voit qu'on a une guerre quand même concurrentielle très forte. Hein. On a vu là ces derniers mois, on pensait que le grand vainqueur, ça allait être OpenAI avec ChatGPT, puis en quelques semaines, c'est passé, puis on pensait qu'Alphabet, ce serait le grand perdant. En quelques semaines, les deux se sont inversés. Donc on voit qu'il y a une guerre concurrentielle qui quand même est plutôt de nature à faire baisser les prix, donc pas tellement favorable finalement aux fournisseurs, mais par contre beaucoup plus à ceux qui vont l'utiliser et qui vont pouvoir l'intégrer intelligemment pour eux avoir des vrais gains de productivité. Et c'est sûrement là où il y aura du stock picking à faire pour aller chercher les secteurs et dans les secteurs les entreprises qui seront les gagnantes de l'IA, où là il y a d'ailleurs moins de sujets, s'il y a de technologique, si on ralentit les investissements, etc. Donc, ça sera moins, il y aura moins de risques sur ces valeurs-là que sur les fournisseurs. Et d'ailleurs, donc Clément, vous nous le disiez, il faut diversifier. Donc pour 2026, est-ce qu'il y a d'autres secteurs à regarder, d'autres zones géographiques à prêter attention, auxquelles prêter attention ? Alors, je pense qu'il va falloir faire comme en 2025, c'est-à-dire se détourner un petit peu des États-Unis, puisque le dollar devrait continuer à se déprécier. Et c'est tant mieux pour les autres zones géographiques qu'on a citées, les émergents et puis l'Europe. Je suis tout à fait d'accord avec Enguerrand pour dire que la santé va bénéficier de l'IA et c'est un bon secteur à jouer pour 2026. Il ne faut pas oublier l'or, qui a très bien fonctionné, mais qui devrait rester intéressante pour 2026. L'or devrait poursuivre sa montée. Peut-être pas autant, mais en tout cas, oui. Tous les facteurs indiquent ça. D'accord. Et puis, bien sûr, toujours rester diversifié, ne pas hésiter à demander un conseil auprès des professionnels. Mais voilà, la clé pour la diversification, c'est la qualité et la diversification. Enguerrand, vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, en parlant de qualité, je pense que c'est un thème qui reviendra peut-être en 2026. Hein. Depuis mi-2024, le facteur qualité, tous les secteurs, les entreprises de qualité, notamment en Europe, ont été très, très délaissés en bourse. Hein. On a plutôt favorisé les valeurs value, les financières, etc. Aujourd'hui, on est revenu à des niveaux de valorisation relative assez bas. Hein. On a vraiment totalement corrigé la bulle de valorisation qu'on avait eue post-Covid. Donc, revenir sur les valeurs de qualité, notamment sur la santé, je pense que c'est une bonne idée. Et puis, effectivement, diversifier. Nous, au sein des émergents, on aime bien l'Inde parce que l'Inde vient de connaître une très mauvaise année et il y a plutôt un alignement de planète entre politique monétaire, la relance avec la baisse de la TVA, etc. Donc, il y a des choses à faire et ça permet de se diversifier en dehors des États-Unis, parce qu'on est tout à fait d'accord avec ça. Ça reste intéressant de sortir un peu des États-Unis et puis revenir effectivement sur la qualité. Et l'or, également, on est assez favorable à ça. Et puis, autour de l'or, toutes les valeurs, d'ailleurs, liées à la production de métaux, hein, que ce soit l'or ou même les métaux industriels. Il y a encore beaucoup de valeur, à notre sens, dans ce segment-là. Et vous avez mentionné les politiques monétaires. Est-ce qu'on peut dire peut-être un mot du rôle des banques centrales dans toute cette dynamique pour cette année ? Logiquement, les banques centrales, au global, on devrait avoir une politique au niveau mondial légèrement accommodante, pas beaucoup plus que ça. Ce que la Fed va un petit peu baisser ses taux, alors peut-être plus s'il y avait un ralentissement sur la croissance, mais autrement, ça sera peut-être 2-3 baisses de taux. La BCE, on n'anticipe plus de baisse de taux. Nous, à notre avis, elle sera quand même amenée à peut-être en faire au moins une ou deux, parce que la croissance européenne, là, sur le début d'année, est quand même un peu faible. Donc, globalement, les banques centrales vont être normalement un peu supportives sur l'année prochaine. Donc, ça va favoriser aussi le contexte pour les actifs risqués. Clément, vous êtes d'accord sur ces banques centrales ? Je suis assez d'accord. Après, il faudra faire attention à l'inflation, puisque là aussi, ça pourra avoir un impact. Les banques centrales pourraient faire un stop and go. Mais je suis assez d'accord que les banques centrales seront là pour essayer de favoriser l'économie, avec
peut-être une difficulté en plus pour les États-Unis, puisque ça pourrait là aussi encore déprécier le dollar. Donc, et le dollar, on attend encore une baisse cette année, du coup, alors, en 2026, ce que vous disiez un peu tout à l'heure. C'est ce qui devrait se produire. D'accord. Voilà. Sans certitude, évidemment, on n'a pas de boule de cristal. Voilà. Et juste le Japon, qui lui a plutôt une politique inverse. Voilà. Mais il est dans une... Le Japon qui a remonté ses taux en fin d'année dernière. Continuer peut-être à remonter ses taux. Merci beaucoup, messieurs. Merci Clément Blériot, vous êtes fondateur et gérant de 1909 Gestion Privée. Merci. Et merci Enguerrand Artaz, vous êtes stratégiste et gérant à la financière de l'Échiquier. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.